bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos trade horreur. D'ailleurs pour cela je vous accueille aujourd'hui pour l'occasion dans ma chambre avec mon petit Edwige qui est juste là, qui va rester à côté de moi pendant que je vais vous lire les histoires d'horreur que j'ai donc trouvées sur Reddit. Tu restes avec maman, d'accord? Dans cette première histoire, on est avec Maxime qui a 21 ans. Déjà pour commencer, il plonge le contexte en expliquant qu'il vit dans un petit village auvergnat avec seulement une centaine d'habitants et que dans ce village se trouve une vieille très ancienne maison qui, d'après lui, à son souvenir, a toujours été là et a toujours été abandonnée. Il nous dit qu'elle se situe vraiment au centre du village et que c'est une bâtisse d'un étage avec un grenier au-dessus. Naturellement, les greniers sont toujours au-dessus, oui. Il décrit que la maison, toutes les fenêtres ont été complètement bétonnées, donc on voit plus les fenêtres, que la porte d'entrée a été barricadée de l'intérieur et qu'il y avait également une autre double porte qui sûrement donnait accès à une grange, mais qu'elle aussi elle était barricadée mais un peu moins que l'autre parce qu'il n'y avait qu'une corde en fait qui retenait, donc en gros les battants bougeaient quoi. Il précise que son meilleur ami habitait à seulement 50 mètres de la maison et que quand ils étaient pré-ados, genre à l'âge de 12 ans, ils ont été vraiment de plus en plus piqués dans leur curiosité pour savoir qu'est-ce que cette maison cachait. Du coup, ils ont décidé de forcer le battant pour aller découvrir ce qu'il y avait dans cette maison. Donc là, on est en 2012. Il rentre de l'école avec son copain en bus et il décide d'aller forcer le battant de la porte. Donc pour ça, ils attendent que tous les enfants soient partis, que tout le monde soit rentré chez eux, que la rue soit déserte. Donc ils vont aller forcer le battant, ils vont pénétrer dans la maison et ils vont commencer à l'explorer. Seulement voilà, dès qu'ils ont pénétré dans la maison, malgré qu'ils étaient hyper excités, hyper impatients de découvrir tout ça, bah en fait ils ont ressenti comme un espèce de malaise, une mauvaise énergie, quelque chose qui voilà, les ont pas mis en confiance, mais ils ont quand même poursuivi leur exploration. Donc, je l'ai pas précisé, mais ils sont rentrés donc par la porte, l'espèce de porte à double battant là qui était pas très bien sécurisée. Donc ils sont rentrés dans cette première pièce et ensuite ils sont arrivés dans la pièce principale, je pense, là où il y a donc la porte d'entrée et effectivement elle était bien barricadée, ils n'auraient pas pu passer par là. Donc voilà, là ils sont dans la deuxième pièce. Jusqu'à présent, bon, rien à signaler à part comme je vous dis qu'ils ressentaient un mauvais pressentiment, ils n'étaient pas à l'aise. Donc là ils sont face à l'escalier au rez-de-chaussée. Donc déjà quand il a vu la tête de l'escalier qui montait à l'étage, il était pas bien. Genre l'escalier il était archi vieux, archi poussiéreux, il n'y avait même pas de rampe pour se tenir. Et en plus l'escalier apparemment il penchait un peu sur le côté d'une dizaine de centimètres, il nous dit. Donc en gros déjà la tête de l'escalier ça l'a encore moins mis en confiance et rien que de voir l'escalier il a ressenti des frissons, il était pas du tout bien quoi. Du coup avec son copain ils ont un peu hésité à emprunter l'escalier mais finalement ils se sont motivés et ils sont montés sachant que bah voilà, vu que c'était un vieil escalier, que c'était abandonné, pas entretenu et tout, bah ça grinçait et plus ça grinçait plus lui il avait des frissons. L'ambiance vous voyez assez angoissante quoi, vraiment je trouve la maison comme il l'a décrit elle fait froid dans le dos. Donc là une fois qu'ils sont montés à l'étage ils se sont retrouvés face à un petit couloir qui donnait sur deux pièces. Donc ils ont pris le couloir en vraiment marchant sur des œufs quoi. Le plancher il grinçait, ils avaient vraiment l'impression qu'il allait se casser d'un instant à l'autre. Et donc là ils arrivent dans une autre pièce où à l'intérieur il y avait un espèce de grand lit en fer forgé, type lit d'hôpital à l'ancienne, et il était situé en fait sur la gauche quand on rentre dans la pièce. Ils ont d'ailleurs un peu bloqué sur le lit parce que c'était vraiment un lit très particulier. Du coup ils ont même essayé de le déplacer, de le soulever pour voir, je sais pas, pour tester son poids. Et bah en fait c'était tellement lourd qu'ils ont même pas réussi à le bouger le lit. Ensuite ils se sont dirigés dans l'autre pièce au fond du couloir et dans cette pièce il y avait une immense armoire en chêne massif. Vous savez les armoires un peu à l'ancienne qu'on voit bah, justement dans les vieilles maisons. Donc cette armoire elle était sur la gauche. Et de l'autre côté de la pièce, il y avait un espèce de grand coffre en bois qui a attiré leur attention. Du coup, Maxime, il a voulu aller vers le coffre pour l'ouvrir, pour voir ce qu'il y avait dedans. Et là, en fait, il a eu hyper peur parce qu'en fait, le plancher a cédé. Du coup, son pied s'est pris dans le plancher et du coup, son ami est venu l'aider à retirer sa cheville du plancher. Il était vraiment coincé dedans, le plancher s'est cassé, quoi, tout simplement. Du coup, ils se sont dit, bon, ça y est, assez d'émotions pour aujourd'hui. Déjà, ils étaient pas à l'aise, avaient des mauvais pressentiments. Donc là, ils ont décidé d'arrêter l'exploration pour ce jour-là. Ils se sont dit, c'est bon, là, de toute façon, on a un mauvais pressentiment. Il y a des mauvaises ondes, surtout au niveau du rez-de-chaussée. Là, le coup du plancher
qui se pète avec sa cheville, enfin il aurait quand même pu se faire hyper mal, il aurait pu se casser un pied, enfin s'entailler, se vider de son sang, je deviens un peu gore dans ce que j'imagine, vous avez compris. Ils se sont dit c'est bon stop, on rentre à la maison, on arrête là pour aujourd'hui. Du coup suite à ça, ils vont quand même raconter leur expérience avec d'autres amis à eux et quelques semaines plus tard, ils vont décider de retourner dans la maison avec cette fois-ci d'autres personnes, d'autres amis. Donc cette fois-ci, ils retournent à 4 dans la maison mais avec du matériel. Ils prennent des lampes, ils prennent également des caméscopes qu'ils ont empruntés à leurs parents pour pouvoir filmer un petit peu, vous savez, comme maintenant on voit les vidéos sur YouTube de gens qui font du urbex en fait, qui vont voilà, visiter des maisons, des endroits abandonnés et ils filment pour voir s'il n'y a pas des choses qui seraient enregistrées sur caméra que eux n'auraient pas vu à l'œil nu. Vous voyez le délire? Donc ils sont repassés par le même battant qu'ils avaient emprunté la première fois. Ils ont traversé donc la première pièce. À ce moment-là, ils ont allumé leur caméra, leurs lampes et tout ça. Et en fait, dès qu'ils sont arrivés à la seconde pièce, leur équipement a commencé un peu à s'affoler, les lampes ont commencé à clignoter, les caméras ont commencé à se brouiller et après que les lampes les clignotaient plusieurs fois, elles se sont complètement éteintes. Les caméras qui déjà commençaient à brouiller, là, se sont complètement éteintes également. Et il explique qu'il n'y avait aucune raison, quoi. Ils avaient bien tout chargé avant, ils avaient mis des piles neuves, donc là c'était vraiment pas normal, quoi. Donc ils ont essayé de rallumer les caméras, de rallumer les lampes, impossible, ils n'y arrivaient pas. Et là ils ont commencé à entendre de légers grincements venant de l'étage. Du coup forcément ils ont flippé, donc ils sont partis en courant, ils ont quitté la maison. Et dès qu'ils sont arrivés à l'extérieur, tous leurs appareils se sont miraculeusement rallumés. En revanche, les cartes mémoire des caméras, donc le peu en fait qu'ils avaient filmé dans la première pièce, les cartes mémoire étaient complètement vides, il n'y avait plus aucune image stockée dedans. C'est quand même, avouons-le, assez bizarre. Bon, personnellement, c'est un truc que j'aurais pu faire quand j'étais beaucoup plus jeune. D'ailleurs, j'ai déjà fait un truc comme ça, essayer en tout cas de rentrer dans un appartement, je me rappelle, qui était abandonné, qui était hyper flippant. J'étais avec 2 autres copines. Mais là, j'avoue qu'il m'arrive un truc pareil, les caméras qui s'éteignent, tout ça. Après, je sors, les caméras se rallument, bref, truc trop bizarre. J'avoue que j'aurais lâché l'affaire à partir de là, personnellement. Mais eux, non, ils ont attendu à peu près une dizaine de minutes et ils sont à nouveau rentrés dans la maison. Là, cette fois-ci, les lampes, il n'y a pas eu de souci, les caméras non plus, tout a bien fonctionné. Du coup, ils ont pris à nouveau cet escalier assez bizarre et ils sont arrivés donc à l'étage. Et là ils ont à nouveau un peu flippé parce que quand ils sont rentrés dans la pièce qu'ils avaient visitée quelques semaines avant avec le fameux lit en fer forgé un peu style hôpital, il était plus du tout au même endroit. Là le lit, au lieu d'être à gauche, il était complètement à droite. Et ils se sont dit mais comment c'est possible, enfin on a essayé de le soulever, c'était impossible, et quand bien même qui est rentré dans la maison entre temps pour le déplacer, là ça commence à être très chelou. Tellement chelou qu'ils ont décidé là pour le coup de partir, ils ont quitté la maison, sachant qu'en plus Maxime nous précise que ça pouvait même pas être un sans-abri qui était rentré, qui aurait fait ça, parce que apparemment dans son village tout le monde se connaît. Il n'y a pas de sans-abri connu, et encore une fois déjà avec son copain quand ils avaient forcé la barricade de la double porte, ils avaient galéré, ils avaient mis au moins plus d'1 quart d'heure avant de pouvoir la défoncer. Donc là il s'est dit c'est bizarre quoi. Pendant plusieurs années ils n'ont plus jamais osé retourner dans cette maison qui pourtant comme il nous le rappelle se situe à 50 mètres de chez son ami. Mais voilà, les années ont passé et à chaque fois qu'il passait devant cette maison pour aller rejoindre son copain, il avait toujours ce sentiment, ce frisson de malaise. Et là on arrive en 2016 et là Maxime nous dit que bon bah il est plus dans la même école, du coup le chemin qu'il prend le matin c'est plus le même qu'avant, que là il doit passer à pied devant la maison pour arriver à l'arrêt de son nouveau bus qu'il prend pour aller en cours. Et en plus le matin quand il prend ce chemin il fait assez nuit. Et donc là, un matin où il passait devant la maison, il a vu un homme qui se tenait face à la bâtisse. Et cet homme-là, Maxime, il a tiqué dessus parce qu'il le connaît pas. Encore une fois, c'est un tout petit village, tout le monde se connaît. Et ce gars-là lui disait absolument rien. Et il a eu à nouveau cette sensation de mauvais pressentiment. Il sentait qu'il y avait un truc qui clochait avec ce type. Et en plus, ce gars-là, il était certes devant la maison, mais il regardait Maxime. Genre, il le fixait. Il le fixait, il décrochait pas son regard de lui. Du coup, Maxime, il lui dit bonjour. Le type lui répond pas. Il le fixe, il bouge pas d'1 millimètre, il continue à le fixer. Et là, tout calmement, le type, il a pivoté lentement vers la maison. Il s'est dirigé vers la maison et Maxime l'a vu rentrer dans la maison, genre littéralement
il a traversé le mur. Je vois ça, moi je crois que je m'évanouis ou que je suis devenue folle. Je me dis qu'on a empoisonné mon café ou je sais pas. Et pour lui, Maxime, il est persuadé qu'il a pas vu un fantôme, quoi, une apparition, parce qu'il précise que le type était pas translucide, quoi. Il avait vraiment l'air d'être fait de chair, d'os et de sang. Il y avait la lumière qui se réverbait sur lui, il y avait son ombre par terre, enfin... Il avait pas une allure fantomatique, quoi, mais il est passé à travers le mur de la maison. C'est trop chelou. Donc là, Maxime, il a carrément flippé, hein. Il a eu quand même la trouille de sa vie. En même temps, je pense qu'on peut le comprendre, hein. Moi, perso, je peux pas rester stoïque face à ça, hein. Je vous dis, je crois que j'aurais perdu connaissance ou je sais pas. En fait, je sais pas comment j'aurais réagi. Mais j'aurais réagi, c'est clair. Une année passe et Maxime continue donc à prendre tous les jours ce chemin, à passer devant la maison pour aller jusqu'à son arrêt de bus. Et là, ça fait 2 mois qu'il croise un petit chat trop mignon qui se tient toujours devant la maison. Et du coup, il lui fait des petits câlins, des petites caresses et tout. Ça fait 2 mois qu'il le voit tous les matins. Donc voilà, il commence un peu à s'attacher au chat. Et à un moment donné, un jour, il va passer, il va pas voir le chat. Le lendemain non plus. 3 jours comme ça sans voir le chat. Il se dit c'est bizarre, peut-être qu'il a été recueilli, peut-être que quelqu'un l'a pris et voilà qu'il a trouvé une famille, puisque pour lui c'était un chat errant. Bon voilà, il s'inquiète pas plus que ça, mais quand même ça l'ennuyait parce qu'il s'est attaché au petit chat, il le voyait tous les matins, franchement il le kiffait quoi. Donc bon bah tant pis, hein, s'il a trouvé une famille, tant mieux pour lui. Un soir, Maxime rentre des cours et là il voit... il passe encore donc toujours devant cette fameuse maison et là il voit par la porte de la grange par laquelle lui et ses amis étaient passés des années avant que la porte donc elle était légèrement entrouverte et là il a vu le chat mort. Donc là Maxime, ça lui a quand même vachement fait mal au cœur parce qu'encore une fois il avait craqué sur ce petit chat et en fait quand il l'a vu, ce qui l'a interpellé c'est qu'il n'y avait aucune trace de sang, il n'y avait rien en fait qui pouvait essayer de deviner la cause de sa mort. Il n'avait pas l'air d'avoir été écrasé, c'est pas trop comment il est mort quoi. Et là le lendemain, Maxime explique que de tout ce qu'il a vécu avec cette maison qui lui a, voilà, qui a quand même foutu les jetons, hein, il a quand même eu peur à plusieurs reprises, c'était rien à côté de ce qu'il a vécu ce jour-là. Donc là il explique qu'en fait quand il est repassé devant la maison, le chat était toujours là, sauf qu'il avait un trou béant dans le crâne, de la taille d'une balle de tennis. Donc je sais pas si vous voyez déjà une balle de tennis comparée à une tête de chat, c'est quasi similaire quoi. Donc en gros le chat il avait quasi plus de tête et qu'il était complètement à plat. Il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'eau en fait. Il y avait juste les os de son crâne, enfin ce qu'il en restait. Il y avait en gros que son pelage qui restait, sa peau, et elle était dure comme de la pierre. Donc là il est parti en courant, il a flippé à mort et là pour le coup je crois que n'importe qui aurait réagi pareil. Enfin c'est quand même hyper bizarre, rendez-vous compte. Le surlendemain, Maxime est repassé et cette fois-ci il n'y avait plus du tout le cadavre, enfin, ce qui pouvait rester du chat. Il s'est dit bon bah peut-être que quelqu'un l'a ramassé, l'a enterré quelque part ou je sais pas, enfin bref s'est débarrassé du corps. Mais il n'était pas hyper convaincu de cette hypothèse. Du coup il est allé voir son meilleur ami, donc qui habite comme je vous le rappelle juste à côté de la maison. Et ils se sont motivés, engrenés tous les deux à retourner à l'intérieur de cette fameuse maison. Donc là, ça fait des années qu'ils n'y ont pas mis les pieds. Donc ils repassent toujours par la même porte. Donc en plus là où il avait vu le chat, il retraverse la première pièce. Il se dirige donc vers la seconde pièce, là où il y a donc la porte d'entrée avec en face l'escalier qui monte à l'étage. Là, il s'est passé un truc qui les a achevés et qui a mis un terme à leur exploration dans cette maison définitivement. Il dit que alors que le passage à cet endroit-là avait toujours été dégagé, là il y avait une planche en fait au sol. Et donc là en fait il nous explique que cette planche, donc qui était un peu relevée, bah du coup en fait, donc là vous avez le sol, je vous explique bien. Là vous avez le sol, ok. Là il y a la planche. En fait la planche du coup elle ressortait de ce côté-là, donc il y avait la terre en dessous. Et ce côté-là de la planche, bah, du coup, il était rentré dans la terre. Donc, on voyait de la terre par-dessus à cet endroit-là. Et du coup, Maxime, bah, il a marché en fait sur la planche. Donc, quand il a marché sur la planche, ça a fait comme un effet de levier. Et en fait, du coup, en faisant cet effet de levier, ça a propulsé en fait le cadavre du petit chat.
Il s'est dit c'est comme si qu'on lui avait tendu un piège pour lui faire flipper, je sais pas, mais toujours est-il qu'il a plus jamais remis les pieds dans cette maison. Il y a des gens dans les commentaires qui lui ont demandé mais t'as pas fait de recherche sur la maison, genre t'as pas cherché à savoir c'était qui les propriétaires, les anciens locataires, enfin des gens qui auraient vécu dans cette maison. Et il explique que ben non, parce que de toute sa vie, de toute son enfance, cette maison a toujours été abandonnée, quoi. Alors oui, il n'a pas pensé à aller à la mairie pour demander plus d'informations, mais en tout cas, pour lui, la maison, tout le monde savait dans le village que c'était la maison abandonnée, quoi. On n'a jamais cherché à en savoir plus, peut-être que des gens étaient au courant véritablement de l'histoire de cette maison, mais en tout cas, lui, à sa connaissance, c'était la maison abandonnée du village. Donc il ne connaît pas son passé, peut-être qu'il s'est passé des choses bizarres dans cette maison, il n'a pas plus d'informations et il n'en donne pas plus d'ailleurs dans son témoignage. Oh, j'ai retiré mes boucles d'oreilles à me tuer les oreilles. La deuxième histoire s'appelle La Dame. Bon là j'ai pas le nom de la fille qui raconte l'histoire, donc écoutez, ma foi je vais l'appeler Émilie. Donc on a Émilie qui nous raconte que cette histoire s'est passée quand elle avait environ 4 à 6 ans. Elle habitait dans un petit village situé en Normandie et elle précise que cette maison était très petite, très vieille et surtout très mal isolée. Apparemment dans cette maison, tout le temps qu'elle y a vécu avec ses parents, il s'est toujours passé des choses plus ou moins étranges, il n'y avait pas vraiment d'explication rationnelle ni scientifique. Et là justement c'est l'un des épisodes les plus troublants qui lui soit arrivé à elle et à ses parents dans cette maison. Au moment des faits, il faut savoir que donc la maison était, comme je vous dis, assez délabrée d'ailleurs. Les parents n'avaient pas encore refait les travaux à ce moment-là. Donc les toilettes se situaient à l'extérieur et sa chambre à Émilie a été construite dans le cellier. Elle dit que sa chambre était assez petite mais somme toute très agréable. Sur le mur de droite, il y avait une petite fenêtre avec des volets en bois et son lit était juste en dessous en fait de la fenêtre. Apparemment d'après ce que lui disait sa mère, elle faisait pas très bien ses nuits, elle dormait pas très bien, elle s'en souvient pas trop. Mais en tout cas elle dit qu'elle aimait bien justement cet emplacement juste sous la fenêtre parce qu'elle aimait bien justement regarder les étoiles depuis son lit. Donc comme je vous dis, d'après sa mère, elle dormait pas très bien parce qu'elle entendait souvent des bruits étranges dans sa chambre. Elle et ses parents entendaient souvent des pas au niveau du grenier, donc ils entendaient comme courir en fait sur le plafond, quoi, donc sur le plancher du grenier. Et c'était pas qu'une mais plusieurs personnes, comme s'il y avait carrément une famille qui vivait au-dessus et qui marchait, qui courait, les enfants qui jouaient, enfin voilà, ce genre de bruit de pas assez bizarre, vu qu'il n'y avait rien du tout, le grenier était trop petit pour qu'il y ait des gens qui puissent s'y mettre, enfin c'était même pas des squatteurs ou que quoi qu'est-ce, c'était pas non plus des rats, apparemment il n'y avait pas de rats dans cette maison, enfin en tout cas pas à leur connaissance. Donc Émilie explique qu'une nuit, d'ailleurs une nuit dont elle se souvient encore plus de 15 ans plus tard, elle précise, où elle était en fait en train de dormir et elle sentait comme un espèce d'air frais parce que ça finit par la réveiller. En fait les volets tapaient contre le mur de la chambre et ça a fini par la réveiller en sursaut parce qu'elle s'est dit là en fait je crois qu'elle devait entendre les bruits dans son sommeil. Ça a fini par la réveiller puisqu'elle entendait quelqu'un frapper à sa fenêtre. Elle a vraiment eu peur de regarder à la fenêtre. Et il lui a fallu un certain temps avant de prendre son courage à deux mains et de regarder à sa fenêtre et de voir qu'il y avait une ombre devant. Elle dit qu'elle aurait vu une femme avec des cheveux longs noirs mais qu'elle n'arrivait pas à voir son visage parce qu'en fait la femme était collée à la fenêtre avec ses mains comme ça, comme pour regarder à l'intérieur et que du coup son visage, elle n'arrivait pas à le distinguer, quoi, juste distinguer le contour avec ses cheveux noirs et sa silhouette, mais son visage, elle ne le voyait pas. De là, Émilie, elle s'est carrément jetée sous sa couette, elle a rabattu la couette par-dessus sa tête, elle s'est mise à crier et à pleurer, et là, elle voulait carrément plus passer aucune nuit dans sa chambre. Quelques jours plus tard, ses parents auraient vécu une expérience assez troublante dans leur chambre à eux, où ils étaient en train de dormir en fait, et d'un coup, le pied du lit se serait surélevé jusqu'à ce que boum, comme si quelqu'un avait soulevé les pieds du lit et complètement relâché. Du coup le lit aurait tapé au sol, ce qui aurait réveillé les parents. Quelques nuits plus tard, Émilie est à nouveau dans sa chambre et là elle entend quelqu'un qui toque à sa fenêtre. Donc là elle est couchée, elle ouvre grand les yeux mais elle se redresse pas parce que je vous rappelle que donc elle a en fait la tête de son lit qui est contre le mur avec la fenêtre juste au dessus. Donc concrètement en fait si la personne qui toque à sa fenêtre, elle est juste au-dessus, mais qu'Émilie est allongée, elle ne bouge pas, la personne donc du coup ne voit pas sa tête en fait, elle est trop proche du mur pour être vue, vous voyez ce que je veux dire?
Du coup, là, elle décide de pas bouger et elle essaye un petit peu de regarder, de voir la silhouette. Elle se doutait que c'était encore la même femme qui venait. Et là, elle voit que la femme regarde donc à l'intérieur de sa chambre au loin. Donc, elle n'a pas remarqué qu'Emily était là. Donc là, Emily dit que le soleil commence à se lever. Du coup, il fait presque jour. Donc, elle arrive à bien voir cette fois-ci le visage de la femme. Et elle dit donc qu'elle a toujours donc ses cheveux noirs, qu'elle a le teint très pâle, voire même gris, avec des yeux rouges, quasi orangés. Moi perso, là, je dead de peur. Mais Emily, non, parce que même si ça l'a fait un peu flipper, la situation, elle a comme un ressenti de bienveillance. Elle sent que cette femme, cette apparition, bref, elle sait pas trop ce que c'est, elle lui veut pas de mal en fait. Elle dit même qu'elle sent sa présence tous les soirs depuis qu'elle est là et elle sent que c'est pas une mauvaise présence, même si, voilà, encore une fois, elle a eu peur la première fois, en même temps c'est un peu normal. Elle sent que c'est pas réellement quelqu'un ou quelque chose dont elle doit avoir réellement peur. Emily n'a jamais compris, même 15 ans plus tard, ce que cette apparition voulait. Après, elle ne raconte pas d'autres anecdotes, même si, comme je vous dis, elle dit qu'il y en a eu plusieurs. Là, c'est vraiment le seul événement marquant dont elle nous relate les faits. Donc, quand elle en a parlé plusieurs années plus tard avec un ami, elle, qui apparemment était assez branché spiritualité, ce gars lui a dit qu'en fait, selon sa déduction et son opinion personnelle, il pense que peut-être cette femme-là voulait en fait la protéger, elle et sa famille, parce qu'il y aurait justement une espèce de mauvais esprit dans la maison, donc celui qui aurait soulevé le lit de ses parents et qui l'aurait fait retomber, et que donc cette femme-là était là un peu pour veiller, les protéger et peut-être repousser cette espèce de poltergeist qui habitait la maison. Perso, je ne sais pas, parce que c'est assez difficile de savoir si c'était pas cette femme-là qui faisait également des choses bizarres dans cette maison, en même temps si elle se contentait juste d'être devant la fenêtre et de regarder, parce que concrètement c'était pas quelqu'un d'humain, enfin je pense que c'était carrément un esprit. Franchement, pourquoi pas, dans le sens où Emily n'avait pas réellement peur d'elle, en tout cas elle sentait qu'elle était pas malveillante. Peut-être qu'effectivement c'était un esprit bienfaiteur qui du coup veillait sur eux, veiller sur les lieux. Après, je sais pas, est-ce qu'on aura assisté à un battle d'esprit si jamais les choses auraient été plus loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'histoire s'arrête ici. Mais écoutez, j'avais prévu de vous faire 3 petites vidéos d'horreur, mais la première ayant été un peu plus longue que ce que je pensais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois, vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous me donnez de la force, du courage et l'envie de continuer de vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire des histoires que peut-être vous voudriez que je raconte dans mes vidéos. Donc sur ce, Edwige et moi, on va vous laisser. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao.